Que se passe-t-il lorsqu'un héros de guerre décoré, un homme qui a donné sa vie pour son pays, est traité comme un criminel à cause de la couleur de sa peau? Cette histoire va vous choquer, vous inspirer et vous amener à remettre en question tout ce que vous savez. L'histoire commence avec le retour du général James Monroe, un homme qui a passé plus de 3 décennies à servir son pays. Connu pour son courage et son leadership, James a gagné le respect de ses camarades soldats et l'admiration de ses supérieurs. Ces médailles, symboles de son courage, racontent des histoires de sacrifices sur des champs de bataille lointains, où il a lutté pour protéger les libertés que son pays chérit. Mais pour James, aucune de ces distinctions ne vaut la simple joie d'être enfin chez lui. Après avoir pris sa retraite, James revient dans son quartier tranquille de banlieue, un endroit qu'il avait rêvé de retrouver après tant d'années passées loin de chez lui. La communauté le connaît comme un homme calme et discipliné, toujours prêt à saluer ses voisins et à tendre une main secourable. Pourtant, son rôle le plus important n'est pas celui de général, mais celui de mari, père et grand-père. Dès qu'il sort de l'avion, sa femme Martha est là, les larmes aux yeux, n'attendant. Elle a été son roc pendant toutes ces années de séparation, et maintenant, ils sont enfin réunis. Leurs enfants, désormais adultes, l'accueillent chez eux avec un dîner surprise. Pour la première fois depuis des années, James prend place à la tête de la table, entouré de rire, d'amour et de la chaleur de sa famille. C'est comme un rêve pour lequel il a tant combattu pour le réaliser. Au cours des semaines suivantes, James s'adapte à la vie civile. Fini les réveils matinaux pour les exercices, les ordres à donner, et les nuits blanches dans des pays étrangers. Ces matins se passent désormais à boire du café sur le porche avec Martha, observant le lever du soleil sur les rues tranquilles de leur quartier. Ces après-midi sont remplis de promenades dans le parc, de conversations avec de vieux amis et de petits travaux à la maison. Il est en paix. Un jour, il reçoit une nouvelle qui le remplit d'excitation, ses petits-enfants, qu'il n'a pas vus depuis des années, viennent lui rendre visite. La pensée de leurs bras minuscules l'entourant le remplit de joie. Il commence à préparer leur visite, en pensant à chaque détail, pour qu'elle soit inoubliable. James décide de leur faire une surprise. C'est une soirée fraîche lorsqu'il prend ses clés et se dirige vers le magasin, fredonnant un air de jazz tout en conduisant à travers le quartier. Les rues sont calmes, éclairées par la douce lueur des réverbères. Son esprit est concentré sur les surprises qu'il compte acheter, des jouets pour son petit-fils, un livre pour sa petite-fille, et leur snack préféré. Pour James, cette course n'est pas simplement un achat, mais une occasion d'apporter de la joie à ses petits-enfants, de leur rappeler combien ils comptent pour lui. Ce qu'il ne sait pas, c'est que cette soirée tranquille va rapidement se transformer en chaos, le forçant à affronter une injustice bien trop familière pour de nombreuses personnes de sa couleur de peau. C'est une soirée calme et tranquille lorsque le général James Monroe roule en direction du magasin, fredonnant doucement au rythme d'un vieux morceau de jazz à la radio. La route est presque vide, seuls les bruits occasionnels des grillons et le vrombissement lointain du trafic rompent le silence. James sourit pour lui-même, pensant à ses petits-enfants et aux surprises qu'il prévoit d'acheter pour eux. Pour lui, c'est simplement une autre soirée paisible dans son quartier de banlieue, un endroit auquel il pensait souvent pendant ses années de service à l'étranger. Alors qu'il approche d'un croisement, James aperçoit les lumières bleues et rouges clignotantes dans son rétroviseur. Une voiture de police le suit, ses sirènes éteintes, mais ses feux lui ordonnent de se garer. Ses sourcils se froncent de confusion, il est certain de ne pas avoir excédé la vitesse, et l'enregistrement de sa voiture est à jour. Pourtant, sa nature disciplinée prend le dessus. Il indique son intention, se range sur le côté de la route et se gare. Lorsque l'officier s'approche, James descend instinctivement sa vitre, ses mains reposant visiblement sur le volant. C'est une habitude qu'il a inculquée à ses enfants et petits-enfants pour les aider à rester en sécurité lors des contrôles de police. Mais dès que l'officier arrive à la voiture, James remarque quelque chose de perturbant dans son ton. Carte d'identité et enregistrement, ordonne l'officier d'une voix brusque et autoritaire. L'officier, un jeune homme blanc, se penche plus près, sa main reposant sur le holster de son arme. James hoche la tête et se conforme calmement, récupérant ses documents et les lui tendant. Y a-t-il un problème, officier ? Demande James d'une voix calme, essayant de maintenir le respect malgré l'hostilité de l'officier. Où allez-vous si tard le soir ? Répond l'officier, ignorant la question de James et en posant la sienne. Ses yeux scrutent James d'un air méfiant, comme s'il cherchait une raison d'aggraver la situation. Je vais au magasin, répond James, d'une voix ferme mais mesurée. Je vais juste acheter quelques affaires pour mes petits-enfants. L'officier esquisse un sourire, comme s'il ne le croyait pas. Quel magasin ? Pourquoi roulez-vous ici à cette heure-ci ? Son ton est condescendant,
presque accusateur. James ressent une pointe de colère monter dans sa poitrine. Après des décennies de service pour son pays, risquant sa vie pour sa liberté, le voilà traité comme un criminel dans son propre quartier. Il prend une profonde inspiration pour se calmer avant de répondre « Officier, je n'ai rien fait de mal. C'est mon quartier, et je fais simplement une course. » Mais l'officier n'est pas satisfait. Sa suspicion semble croître, et ses questions deviennent de plus en plus intrusives. « Sortez de la voiture » exige l'officier, sa main se dirigeant vers son arme en étui. La patience de James s'amenuise. « Pourquoi ? Quelle raison avez-vous de m'arrêter » demande-t-il, sa voix montant légèrement. « Je vous ai montré ma pièce d'identité, mon enregistrement est valide, et je n'ai enfreint aucune loi. » De quoi s'agit-il ? L'expression de l'officier se durcit. « Sortez de la voiture, maintenant » aboie-t-il, son ton tranchant et autoritaire. À contre-séhure, James sort du véhicule, sa silhouette imposante surplombant l'officier. « Vous n'avez pas besoin de crier, dit-il fermement. Je ne suis pas une menace. » Mais l'officier ne le voit pas ainsi. Sentant son autorité contestée, il saisit James par le bras et le tord derrière son dos. L'agression soudaine choque James, qui tente instinctivement de se dégager. « Que faites-vous » crie-t-il, sa voix remplie d'incrédulité. L'officier force James contre le capot de sa voiture, tordant ses bras tandis qu'il lui passe les menottes. « Arrêtez de résister » crie l'officier, bien que James ne résiste pas, il essaie simplement de comprendre pourquoi il est traité ainsi. À ce moment-là, l'agitation a attiré l'attention des passants. Une petite foule commence à se former, certains sortant leur téléphone pour filmer la scène. « Que se passe-t-il ici » crie une femme. « Il n'a rien fait. » Un autre homme s'approche, tentant d'intervenir, mais l'officier lui fait signe de rester à l'écart, le prévenant de ne pas s'impliquer. James, un homme qui a commandé des soldats au combat, se retrouve maintenant humilié sur le bord de la route, les poignets liés par des menottes. Son esprit s'emballe, non pas de peur, mais d'indignation. Comment cela a-t-il pu arriver ? Comment lui, un héros de guerre décoré, pouvait-il être réduit à cela, traité comme un criminel commun sans raison autre que la couleur de sa peau ? Alors que l'officier pousse James vers la banquette arrière du véhicule de police, les voix de la foule deviennent plus fortes. « Laissez-le partir » crie un homme. « C'est mal. » Certaines personnes confrontent directement l'officier, tandis que d'autres continuent à filmer, leur caméra capturant chaque seconde de cette injustice. James jette un regard sur les visages de la foule, espérant que quelqu'un parlera pour lui, espérant que quelqu'un reconnaîtra qui il est. Peu de temps après, des renforts arrivent, plusieurs autres voitures de police se garent sur les lieux. La situation devient tendue alors que d'autres policiers sortent des véhicules, évaluant la scène chaotique. James, toujours retenu, lève les yeux vers les policiers qui arrivent, espérant qu'une lueur de raison prévaudra. Et puis, cela se produit. L'un des officiers le reconnaît. « Attendez une seconde, » dit l'officier, sa voix remplie de choc. « C'est le général Monroe. Relâchez-le immédiatement. » La prise de conscience se propage rapidement parmi les officiers, et les menottes sont enlevées dans un tourbillon d'excuses. Mais il est trop tard. La foule a tout vu. Les caméras ont tout capturé. James se tient là, les épaules carrées et sa fierté intacte, mais sa foi en la justice profondément ébranlée. Lorsqu'il est relâché, le jeune officier qui l'a arrêté murmure des excuses insincères. James ne répond pas. Il retourne simplement à sa voiture, la tête haute, même si le poids du moment pèse lourd sur lui. Il sait que cet incident est loin d'être terminé. Pour James, ce n'était pas simplement un contrôle de routine, c'était un rappel de la douloureuse réalité qu'en dépit d'être un héros, la couleur de sa peau peut toujours faire de lui une cible dans son propre pays. Le lendemain matin, Internet est en ébullition. Les vidéos de l'incident impliquant le général James Monroe envahissent les réseaux sociaux, téléchargés par des témoins choqués qui ont assisté à l'injustice. Les enregistrements tremblants capturent tout, le ton agressif de l'officier, la manière humiliante dont James a été forcé contre le capot de sa voiture, et le moment où il a enfin été reconnu et relâché. Les clips, visionnés des millions de fois en quelques heures, déclenchent une vague d'indignation à travers le pays. Les gros titres commencent à apparaître en ligne, un héros de guerre noir humilié par la police lors d'un contrôle routier, l'arrestation du général James Monroe expose les préjugés raciaux persistants, et un vétéran décoré traité comme un criminel. L'incident devient rapidement un point focal des discussions sur le racisme systémique et la mauvaise conduite policière. Les commentaires sur les vidéos reflètent la colère et l'incrédulité du public.
Comment cela peut-il arriver à un homme qui a consacré sa vie à protéger ce pays? Si cela peut arriver à un général décoré, quelle chance ont les citoyens noirs ordinaires? C'est pour cela qu'on a besoin de changement. Le racisme est bien vivant aux États-Unis. À mesure que l'histoire se répand, les médias s'emparent de l'affaire, et le nom de James devient un sujet tendance. Les organisations de vétérans expriment leur indignation, publiant des déclarations de soutien à James et condamnant le traitement qu'il a subi. Des personnalités de diverses communautés prennent la parole, utilisant leur plateforme pour exiger des comptes. Pendant ce temps, au sein du département de police local, l'incident déclenche une tempête médiatique. Le département publie une déclaration vague, qualifiant l'événement de « malheureuse méprise » et promettant une enquête interne. Mais pour beaucoup, cette réponse semble être une tentative de dissimuler le problème. La pression monte à mesure que de plus en plus de personnes exigent des réponses et de la justice. Pour James, les conséquences sont partagées. Bien qu'il apprécie l'afflux de soutien, il lutte contre la réalité que cet incident a éclipsé son retour à la maison. Au lieu de passer du temps avec sa famille et de planifier des moments joyeux avec ses petits-enfants, il se retrouve au centre d'une controverse nationale. Chez lui, James est assis en silence avec sa femme, Martha, alors qu'il regarde les reportages sur l'incident. « Tu ne méritais pas ça, dit-elle doucement, en posant sa main sur la sienne. James hoche la tête, mais son expression est distante. Son esprit rejoue les événements de la nuit précédente, l'hostilité de l'officier, le métal froid des menottes, l'humiliation d'être traité comme une menace plutôt que comme un homme qui a servi son pays. Les appels commencent à arriver. Des journalistes, des activistes et des leaders communautaires veulent tous entendre James. « Que comptez-vous faire à ce sujet ?» demande l'un. « Allez-vous porter plainte ?» demande un autre. Cependant, James hésite. Il n'a jamais été un homme en quête de projecteur et il ne veut certainement pas devenir un symbole de division. Mais au fond de lui, il sait que ce moment est plus grand que lui. À mesure que la controverse grandit, le jeune officier qui a arrêté James se retrouve sous un intense examen public. Des enquêteurs d'Internet découvrent ses antécédents de plainte pour usage excessif de la force et profilage racial, alimentant encore plus l'indignation. Des manifestants se rassemblent devant le poste de police, brandissant des pancartes avec les inscriptions « Justice pour le général Monroe » et « Mettons fin au racisme policier ». Leurs chants résonnent dans les rues, pas de justice, pas de paix. James observe les manifestations de loin, partagées. Il comprend leur colère, il la ressent aussi, mais il sait aussi que le vrai changement nécessite plus que de l'indignation. Il faut de la compréhension, du dialogue et de l'action. Plus tard dans la soirée, James sort de chez lui pour trouver un petit groupe de voisins rassemblés sur sa pelouse. Ils sont venus lui montrer leur soutien, apportant des pancartes, des fleurs et des mots d'encouragement. « On est derrière vous, général », dit une femme. Un autre homme ajoute, « Ce qui vous est arrivé était injuste, et nous ne le tolérerons pas. » James les remercie humblement, sa voix stable mais émotive. « Ce n'est pas juste à propos de moi, dit-il. Il s'agit de chaque homme et femme noir dans ce pays qui a été traité de manière injuste. J'ai mené des batailles à l'étranger, mais celle-ci, c'est une bataille que nous devons mener ici, chez nous. » Le lendemain, James décide enfin de prendre la parole publiquement. Il organise une conférence de presse devant chez lui, s'adressant aux médias, aux manifestants et aux millions de personnes qui le regardent en ligne. Vêtu d'un simple costume avec une médaille épinglée à son revers, il parle du fond du cœur. « Ce qui m'est arrivé était mal, commence-t-il. Mais ce n'est pas juste à propos de moi. Il s'agit des innombrables autres qui ont subi ce genre de traitement, ceux dont les histoires ne deviennent pas virales, qui n'ont ni la reconnaissance ni la plateforme que j'ai. Je me tiens ici aujourd'hui, non pas en tant que victime, mais en tant que voix pour le changement. Nous devons faire mieux. Nous devons nous tenir responsables en tant que nation. » Ces paroles résonnent profondément, suscitant des applaudissements de la foule et déclenchant encore plus de discussions en ligne. James précise que bien qu'il cherche la justice, il ne cherche pas à se venger. Il ne s'agit pas de détruire les gens, dit-il. Il s'agit de construire un meilleur système, un système où personne, quelle que soit la couleur de sa peau, n'a à craindre d'être traité comme moins qu'humain. À la fin du chapitre, les paroles calmes et puissantes de James marquent le début d'un mouvement plus large. L'histoire n'est plus seulement celle d'un homme, c'est celle d'une nation qui lutte avec ses défauts, ses préjugés et son besoin de changement. L'indignation publique face à l'incident impliquant le général James Monroe atteint son paroxysme. Les manifestations se sont étendues au-delà de la ville, avec des rassemblements dans les grandes zones métropolitaines appelant à la justice et à la réforme.
Les réseaux sociaux continuent de vibrer avec des hashtags comme #JusticeForMonroe et #EndRacialBias, et les chaînes d'information nationales diffusent des débats enflammés sur le racisme systémique et la police aux États-Unis. Au cœur de la tempête, James reste une présence calme et digne. Mais en lui, une tempête d'émotions conflictuelles fait rage. Il est déchiré entre sa colère face à la manière dont il a été traité et son désir de désamorcer les tensions qui ont éclaté à la suite de l'incident. Il sait que ses prochaines actions sont cruciales, non seulement pour sa propre réputation, mais pour la conversation plus large sur l'injustice raciale. Après plusieurs jours de réflexion, James décide de prendre un chemin qui surprend beaucoup de gens. Au lieu de déposer des poursuites ou d'alimenter davantage l'indignation publique, il annonce qu'il souhaite rencontrer l'officier qu'il a arrêté en face à face. La nouvelle choque la nation. Les gens se demandent, pourquoi un homme qui a été manifestement lésé tendit une branche d'olivier à la personne même qui l'a humilié? Mais James sait exactement ce qu'il fait. Il croit que le progrès ne vient pas du fait de perpétuer la division, il vient du dialogue, quel que soit le malaise que ce dialogue peut provoquer. Si je veux du changement, dit-il à sa femme Martha, je dois montrer à quoi ce changement ressemble. Nous ne pouvons pas réparer cela sans nous parler les uns les autres. Le département de police organise une rencontre privée entre James et l'officier Daniels, le jeune policier à l'origine de l'arrestation. Les tensions sont palpables lorsque les deux hommes s'assoient face à face dans une pièce calme du commissariat. Daniels semble visiblement nerveux, sa confiance habituelle remplacée par de l'incertitude. Pour la première fois, il voit James non pas comme un suspect ou une statistique, mais comme une personne, un homme accompli et principe ayant consacré des décennies au service de son pays. James commence la conversation avec une tranquillité désarmante. « Sais-tu qui je suis » demande-t-il. Daniels hoche la tête hésitante. « Vous êtes le général Monroe. »« Non » répond James en secouant la tête. « Je suis James. Je suis un mari, un père et un grand-père. Je suis quelqu'un qui a passé la majeure partie de sa vie à se battre pour ce pays, ton pays aussi. Mais hier soir, tu n'as rien vu de tout cela. Tu ne m'as pas vu comme une personne. » Daniels se tasse dans son siège, mal à l'aise. « Je faisais juste mon travail, bafouille-t-il. Ce n'était pas personnel. »« Ça, c'est le problème, répond fermement James. Ce n'est jamais personnel, n'est-ce pas? Mais ça devient personnel quand quelqu'un comme moi, quelqu'un qui a tout fait pour servir et protéger ce pays, finit menotté au bord de la route, humilié devant des inconnus. Ça devient personnel quand tu regardes ma peau avant de regarder mon humanité. » Daniels reste silencieux, son regard fixé sur la table. Pour la première fois, il semble comprendre la gravité de ses actes. « Je ne voulais pas que les choses dégénèrent, dit-il doucement. J'ai fait une erreur. » James se penche en avant, sa voix calme mais intense. « Ce n'est pas seulement à propos de ton erreur. Il s'agit d'un système qui t'enseigne à voir des gens comme moi comme des menaces avant de les voir comme des citoyens. Est-ce que tu comprends cela? » Daniels hoche lentement la tête, le visage pâle. « Je comprends, chuchote-t-il. Et je suis désolé. » James ne laisse pas le moment traîner dans la colère. Au contraire, il recentre la conversation sur la résolution. « Qu'est-ce que tu vas faire à ce sujet » demande-t-il. « Les excuses sont des mots, officier Daniels. Le changement, c'est de l'action. Es-tu prêt à changer? Es-tu prêt à faire partie de la solution ?» Daniels lève les yeux, croisant le regard de James. « Je veux m'améliorer, dit-il avec sincérité. Je veux apprendre. Je ne veux pas que cela me définisse, ni à personne d'autre. » La conversation se termine par une poignée de main, mais il est clair que le vrai travail commence seulement. Daniels promet de participer à des formations sur la sensibilité et à des programmes de sensibilisation communautaire, s'engageant à reconstruire la confiance avec la communauté qu'il sert. James, pour sa part, accepte de rester impliqué, offrant de parler aux policiers de ses expériences et de ce que la responsabilité et le respect signifient vraiment. Dehors, les journalistes entourent James, impatients d'entendre parler de la rencontre. Debout, il s'adresse aux caméras avec la même grâce et dignité qui l'ont défini toute sa vie. Aujourd'hui, il ne s'agissait pas de chercher des coupables, il s'agissait de comprendre, dit-il. Nous ne pouvons pas réparer ce que nous refusons de confronter. L'officier Daniels et moi avons eu une conversation difficile, mais elle était nécessaire. Le changement commence par la reconnaissance de notre humanité partagée. La réponse publique est partagée. Certains louent James pour son courage et sa volonté de rechercher la réconciliation. D'autres le critiquent,
arguant que le pardon permet à l'officier Daniels et au système de s'en sortir trop facilement. Mais James reste ferme dans sa conviction, la seule voie à suivre passe par une confrontation pacifique et un dialogue constructif. Au fil des jours, les répercussions de la décision de James deviennent évidentes. Des membres de la communauté commencent à organiser des ateliers pour combler le fossé entre les forces de l'ordre et les citoyens. Des organisations de vétérans et des groupes de défense des droits civiques s'unissent pour appeler à une formation obligatoire sur la sensibilité raciale dans les départements de police à travers le pays. Des personnes de tous horizons, inspirées par l'exemple de James, commencent à avoir des conversations sur la race, la justice et ce que cela signifie vraiment se voir comme des égaux. Pour James, la rencontre avec Daniels ne visait pas seulement à résoudre un grief personnel, mais à semer une graine de changement. Il sait que le chemin à venir sera long, mais il est prêt à le parcourir, tout comme il a parcouru d'innombrables champs de bataille auparavant. Et cette fois, il se bat pour quelque chose de bien plus grand, un monde où ses petits-enfants, et ceux de tout le monde, peuvent grandir sans la peur d'être jugés par la couleur de leur peau. Dans les semaines qui suivent la rencontre entre le général James Monroe et l'officier Daniels, les conséquences de l'incident continuent de façonner la conversation nationale. La pression publique augmente, et le département de police est contraint de prendre des mesures décisives. Après un examen approfondi, l'officier Daniels est renvoyé de son poste en raison de ses plaintes répétées pour usage excessif de la force et comportement racialement biaisé. L'annonce de cette décision apporte un sentiment de soulagement à beaucoup, qui estiment que la justice devait être rendue. Cependant, James aborde la nouvelle avec une réponse mesurée. Ce n'est pas à propos d'un homme qui perd son emploi, déclare-t-il dans une déclaration publique. Il s'agit de s'assurer que le système qui a permis que cela se produise soit tenu responsable et modifié pour le mieux. Nous n'avons pas seulement besoin de punition, nous avons besoin de progrès. La vidéo virale continue de circuler, suscitant des discussions dans les foyers, les écoles et les lieux de travail à travers le pays. Le discours de James et la manière calme et digne dont il a géré la situation inspirent une admiration généralisée. Pour beaucoup, il devient un symbole de grâce sous pression et du pouvoir de la résistance pacifique. Alors que l'intérêt public commence à se déplacer, James réfléchit au parcours qu'il a suivi depuis son retour à la maison. Il réunit sa famille un soir, ses petits-enfants jouant dans le salon, inconscients des événements qui se sont déroulés. En les regardant rire et jouer, il ressent un sens renouvelé de sa mission. Les choses changent, dit-il à Martha alors qu'ils sont assis sur le porche ensemble. Peut-être pas aussi rapidement que nous le souhaiterions, mais elles changent. Et si je peux jouer ne serait-ce qu'un petit rôle dans l'amélioration de ce pays pour eux, pour nous tous, alors ça en vaut la peine. Ces mots résonnent comme une vérité profonde, la lutte pour la justice n'est pas un sprint, c'est un marathon. James sait qu'il y aura toujours des défis, mais il sait aussi que des moments comme ceux-ci, où des individus se lèvent et exigent mieux, sont ceux qui poussent la société en avant. Dans sa dernière déclaration publique à propos de l'incident, James s'adresse directement aux gens, la discrimination raciale n'a pas sa place dans notre pays, et pourtant elle existe, silencieusement, bruyamment, et partout entre les deux. Il nous incombe à tous de la défier, de l'affronter et de travailler pour un avenir où chacun est jugé non pas par la couleur de sa peau, mais par la teneur de son caractère. Nous devons rester unis, non divisés, car le changement n'est possible que lorsque nous agissons ensemble. Ces mots résonnent profondément, rappelant à tous que le progrès est une responsabilité partagée. Alors que James regarde vers l'avenir, il porte les cicatrices de son expérience, mais il porte aussi de l'espoir, pour ses petits-enfants, pour sa communauté, et pour une nation qui s'efforce de devenir la meilleure version d'elle-même. Le chapitre se termine non pas avec de la colère ou du désespoir, mais avec de l'espoir et de la détermination, un puissant rappel que même face à l'injustice, la dignité et l'unité peuvent ouvrir la voie au changement.